Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons prendre 10 minutes pour lire Candide ou l'optimisme. Ce conte est paru en 1759, écrit par François-Marie Arouet, plus connu sous le nom de Voltaire. L'histoire commence en Westphalie, au château de Sundertentronckh, où résident le baron, sa femme, son fils et sa fille Cunégonde, mais également Pangloss, enseignant la métaphysico-théologo-cosmologiologie, un peu comme cet homme qui nous proposait que nous puissions avoir la congolexicomatisation, les lois du marché propre congolais. Font également partie du petit groupe Paquette la bonne et Candide le héros, au caractère encore un peu naïf, disons même limite niais. Tout allait au mieux dans le meilleur des mondes, ce qui est la doctrine de Pangloss, jusqu'au jour où Candide est expulsé du château pour avoir été un peu trop proche de Cunégonde. Dès sa sortie du château, il se fait recruter par 2 soldats prussiens qui le proclament héros. Répute direct exalté royaume de Prusse, le garçon. Aussitôt engagé, il déserte involontairement, si il y arrive, se fait rattraper, fessé à mort, parce que c'est la punition ultime ça pour l'armée, et gracié à temps par le roi qui passait à ce moment. Finalement, Candide est envoyé sur le champ de bataille, et bien que la qualité du spectacle son et lumière soit au rendez-vous, il décide de déserter, cette fois volontairement, pour fuir la boucherie héroïque et part se réfugier en Hollande. Bon, si on veut parler de Hollande utile, on va plutôt parler du pays, comme ça on est clair, il n'y a pas de doute. Candide essaie de trouver de l'aide dans ce nouveau pays. Il demande l'aumône à un pasteur qui la lui refuse pour une bizarrerie religieuse, genre le pape c'est l'antéchrist. Il rencontre Jacques l'Anabaptiste. Ensemble, ils vont retrouver Pangloss à moitié vérolé. Celui-ci leur apprend que le château a été attaqué et ses occupants tués. Voilà les bonnes nouvelles. Jacques étant un commerçant, tous les trois prennent un bateau direction Lisbonne pour faire des affaires. En route, ils font face à une terrible tempête qui les fait naufrager. Pas ce genre de naufrage, mais pas loin quand même. Jacques est malheureusement noyé. Un proche de l'Inquisition recueille les 2 survivants, Candide et Pangloss. Celui-ci ne trouve pas meilleure idée que de lui parler religion, ce qui lui vaudra une place d'honneur lors d'un autodafé spectaculaire au cours duquel il est condamné au bûcher. Bon, pour les âmes sensibles, le bûcher ça devait ressembler un peu à ça. Candide lui s'en sort largement mieux puisqu'il aura droit à sa punition habituelle, la fessée, ce qui lui vaudra la réputation de Candide, les fesses rouges. Le spectacle terminé, une vieille qui semble le connaître le conduit à Cunégonde, finalement pas vraiment morte. Elle appartient désormais à un riche juif qui se la partage 3 jours et demi par semaine à un grand inquisiteur. Pour régler ce problème, Candide se pose pas trop de questions, il tua les 2 hommes, et du fait que c'est pas trop légal, il fuit jusqu'à Cadix avec la vieille et Cunégonde. Une fois arrivé, Candide est engagé en tant que capitaine sur un navire pour le Paraguay, du fait de ses grands hauts faits militaires dans l'armée prussienne. Sur place, il rencontre le gouverneur Don Fernando, une sacrée tête à claque lui aussi, dans le même style, voilà exactement, mais avec une très belle moustache, c'est bien là sa seule qualité. Il veut également épouser Cunégonde, mais le problème du concurrent est très vite réglé, puisque les juges de l'Inquisition arrivent à Buenos Aires pour condamner Candide, qui l'oblige à fuir vers Cayenne avec Cacambo, un valet dévoué qu'il a trouvé dans le pays. À la douane, ils sont arrêtés par les jésuites, et parmi eux retrouvent le frère de Cunégonde qui lui non plus n'était pas vraiment mort, et dont il en est le révérend. Après la joie des retrouvailles, le repas, les embrassades, et tout plein de joyeuseté, Candide le tua en duel, pour un léger désaccord sur son mariage avec Cunégonde. Maintenant que le mal est fait, il repart dans la forêt. En chemin, il croise 2 singes qui semblent agresser 2 femmes. Candide se dit « Waouh, super occasion de rattraper ma boulette et d'inverser un petit peu le cours du karma. Je vais leur venir en aide et je vais buter les 2 singes. » Manque de peau, une fois qu'il a tué les 2 singes, il se rend compte qu'il s'agissait des amants des femmes. Et du coup, la tribu des Oreillons,
auxquels elles appartiennent, les enlève et les menace légèrement de les tuer, mais finalement les libère après avoir appris qu'ils avaient tué un jésuite. Et tuer un jésuite, c'est bien. Ensuite, ils repartent dans la forêt, et à force de se perdre, ils arrivent en Eldorado, le pays merveilleux avec tout son bonheur et tout ce qu'on veut de bien, et en repartent chargés de richesses sur des lamas. Pardon, sur des moutons, car pour Voltaire, ceci est un mouton. Je vous laisse 30 secondes pour regarder, et voir si vous constatez pas une petite différence. Après un long périple, où il a perdu pas mal de ses moutons, Candide revient à la civilisation dans le port de Cayenne, où il se fera une nouvelle fois abuser et perdra toutes ses richesses. Cela le conduira à une légère dépression, et il fera passer le casting de l'homme le plus à plaindre pour l'accompagner jusqu'à Bordeaux. Il choisit Martin, un savant qui pense que tout va mal, que le monde est pourri et que ça ne peut pas être pire. Sur le bateau les menant à Bordeaux, Martin dresse le portrait des Français pas forcément à leur avantage, ce qui de nos jours donne ce genre de carte. Malgré ça, par curiosité et un petit peu par stupidité, Candide et Martin feront quand même un détour sur Paris, où ils seront, déjà ils seront pas déçus du détour, parce qu'ils seront guidés par un abbé Périgourdin, bien gentil, et qui comme tous les autres, il volera encore beaucoup d'argent à Candide, et surtout sur les tables de jeu, il sera bien arnaqué, et après il s'empressera de fuir ce qu'il appelle l'enfer parisien. Bon, pourtant je comprends pas. De nos jours, avec les embouteillages, la pollution, les gens qui font la gueule et les loyers hors de prix, vivre à Paris ça fait rêver, non? Et bien comme à l'époque apparemment ça faisait pas trop rêver, il a décidé de partir pour l'Angleterre. À peine accosté, il apprend l'exécution de l'amiral Byng, tué pour ne pas avoir sacrifié suffisamment de soldats à la guerre. Et franchement, en tant qu'amiral, il abuse mais largement quoi. Et du coup, ça permet aussi d'encourager les autres officiers, parce que de temps en temps, il faut savoir remotiver les troupes. Ils repartent aussitôt pour Venise, où c'est la période du carnaval, et retrouvent Paquette, en compagnie d'un moine, puis vont rendre visite au sénateur Pococurante. Cet homme, très riche, est blasé de tout, mais archi de tout quoi. Les arts, la peinture, le théâtre, les femmes, il n'y a plus rien qui l'intéresse. C'est donc le genre d'homme, jamais malheureux mais jamais heureux non plus. Donc bon, sa vie est aussi intéressante que celle d'une étoile de mer au fond d'un évier. Le soir, Candide mange en compagnie de 6 rois déchus, ce qui n'émeut absolument pas Martin, et il retrouve Cacambo avant de prendre la décision de repartir pour Constantinople. Sur la galère, il retrouve 2 esclaves connus, les immortels Pangloss et le frère de Cunégonde, qui ne possède toujours pas de prénom. Bon les gars, ça fait plaisir de vous revoir, mais à force de mourir, vous commencez sérieusement à avoir mauvaise mine. Candide Boncoeur les rachète, mais le frère toujours opposé au mariage de Candide avec sa sœur, finit renvoyé à la galère, parce qu'on n'allait pas le retuer une 3e fois, mais c'était bien mérité pour un casse-couille pareil. À Constantinople, on retrouve tous les personnages du roman. Bon, je vais pas tous les citer, mais ils sont là. Sauf bien sûr le frère de Cunégonde qui est toujours en train de ramer. Mais tout ce petit monde s'ennuie et passe son temps à se plaindre et à râler. C'est à ce moment que Candide rencontre un vieux. Et c'est vrai qu'il y a toujours un vieux dans vos histoires. Ouais, ou une vieille des fois. Et à chaque fois, c'est pas vrai. Si, une fois. Un couple de vieux moisis qui m'avait jeté des carottes. Le vieux leur apprendra que pour échapper à l'ennui, aux vices et aux besoins, il a trouvé comme solution de cultiver son jardin. C'est donc cette conclusion que Voltaire a choisie pour terminer son roman. Pour conclure, il est bon de rappeler que Candide a été écrit pour dénoncer les travers de l'époque, tels que l'aristocratie, la religion, les critiques de théâtre, les scientifiques et plein d'autres éléments absurdes, mais surtout au fatalisme de Leibniz, qui, en tant qu'optimiste, pense que le monde dans lequel nous vivons est le meilleur possible. Je vous laisse juger par vous-même. C'était la première vidéo de 10 minutes pour lire. D'autres vidéos arriveront prochainement. Si celle d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pourrez également dans les commentaires proposer des suggestions de résumés qui vous intéresseraient. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine!